Avez-vous déjà regardé de l'autre côté de la table, la personne que vous aimez le plus au monde, en vous demandant ce qu'elle cache réellement? Nous avons tous des secrets. Nous avons tous des pensées que nous gardons sous clé dans les coins les plus sombres de notre esprit. Des choses que nous n'oserions jamais dire à voix haute. Mais certains secrets ne font pas que briser des cœurs. Ils détruisent des réalités entières. Ils mettent fin à des vies. Imaginez construire une vie parfaite, brique par brique, pendant 25 longues années, pour découvrir que les fondations mêmes sur lesquelles vous vous teniez étaient faites de mensonges et de trahisons. Imaginez l'ultime coup de poignard dans le dos, non pas de la part d'un inconnu, mais des deux personnes en qui vous aviez le plus confiance sur cette terre. Celles qui étaient censées vous protéger. Bienvenue dans Confessions secrètes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un domaine de plusieurs millions de dollars, baigné par le soleil au cœur de la Californie. Nous allons à une fête dans le jardin qui devait célébrer une étape importante pour une famille, une remise de diplôme. Mais au lieu de cela, cette pelouse impeccable est devenue le théâtre de la révélation la plus dévastatrice et la plus mortelle que vous puissiez imaginer. C'est l'histoire du prix élevé d'un mensonge de 20 ans. Robert pensait avoir gagné à la loterie de la vie. Il était l'exemple même de la réussite américaine, un homme qui croyait au travail acharné, à la loyauté indéfectible et qui faisait passer la famille avant absolument tout le reste. À 50 ans, Robert avait bâti une puissante agence immobilière à partir de rien. Ce ne fut pas facile. Ce furent des décennies de réveils aux aurores, de nuits blanches et de risques massifs pour construire un empire pour ses filles. Mais si vous demandiez à Robert quelle était sa plus grande réussite, il ne vous parlerait pas de son portefeuille diversifié ou de ses voitures de luxe. Il pointerait, les yeux brillants de fierté, sa femme, Evelyn, et sa magnifique fille de 22 ans, Mia. Evelyn était la définition même de l'élégance. Depuis le jour où ils s'étaient rencontrés dans leur vingtaine, Robert l'avait traitée comme une reine. Elle était la partenaire idéale, toujours prête à le soutenir, toujours à ses côtés lors de chaque gala de charité ou dîner d'entreprise. Ils étaient mariés depuis 25 ans, et Robert la regardait toujours avec la même adoration aveugle que le jour de leur mariage. Il avait fait de ce manoir en Californie un sanctuaire pour elle. Il avait rempli son armoire de soie et son coffret à bijoux de diamants. Il voulait qu'elle n'ait jamais le moindre souci au monde. Et puis, il y avait Mia, la lumière de sa vie. Depuis l'instant où il l'avait tenue dans ses bras à la maternité, le cœur de Robert lui appartenait. Il était le père qui entraînait chaque match de football, le père qui s'asseyait à la table de la cuisine pour l'aider avec ses devoirs de mathématiques jusqu'à minuit. Il était le père qui payait ses frais de scolarité dans une université privée d'élite sans y réfléchir à deux fois, toujours avec le sourire. Il aimait sa famille d'une dévotion féroce et protectrice. Rien n'importait plus que de garder ses deux filles en sécurité et heureuses. Et juste à côté de Robert, à chaque étape, il y avait David. David n'était pas seulement un associé. C'était le colocataire de Robert à l'université, son confident et son meilleur ami absolu. Ils étaient frères par tous les liens qui comptent. Ils avaient lancé l'entreprise dans un garage exigu et étouffant, mangeant des ramen et rêvant de succès. Quand l'argent avait enfin commencé à rentrer, ils avaient partagé le succès, les profits et les maux de tête à parts égales. David était le témoin au mariage de Robert. Et pour Mia, il était simplement oncle David. Il était une figure permanente à chaque Thanksgiving, chaque matin de Noël et lors de chaque barbecue d'été. Robert confiait à David son argent, ses affaires et sa vie. Si quelqu'un avait suggéré qu'il devait douter de David, Robert aurait éclaté de rire. Il se sentait vraiment béni d'avoir une amitié si pure. Il croyait être l'homme le plus chanceux au monde. C'était un après-midi de samedi parfait à la fin du mois de mai. Le ciel de Californie était d'un bleu impeccable, sans un seul nuage en vue. Robert et Evelyn organisaient une immense fête dans le jardin de leur domaine pour célébrer la remise de diplôme de Mia. La pelouse était parfaitement entretenue. Des tentes blanches élégantes se balançaient dans la brise légère. Le personnel de restauration se déplaçait avec précision,
portant des plateaux d'argent chargés de champagne frais et de hors-d'œuvre coûteux. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique près de la piscine à débordement. 100 de leurs amis les plus proches, de leur famille et d'associés de haut niveau discutaient et riaient. L'atmosphère était joyeuse, légère et absolument parfaite. Robert se tenait sur le patio, vêtu d'un blazer bleu marine sur mesure, un verre de cristal à la main. Il regardait Evelyne rire avec ses amis, sa robe de soie rouge miroitant au soleil. Il regardait Mia, qui était radieuse, parlant avec ses camarades de classe. Robert a ressenti une vague de gratitude si profonde qu'elle lui a presque mis les larmes aux yeux. C'était l'apogée. Tout ce pourquoi il avait travaillé était là, en sécurité et parfait. Le grand moment n'était plus qu'à quelques minutes. Robert devait porter le légendaire toast du père de la diplômée. Il avait passé des semaines à peaufiner le discours parfait. Une belle réflexion sur le passage du temps, sur l'amour inconditionnel et sur la fierté qu'il éprouvait pour la femme que Mia était devenue. Il voulait enregistrer ce moment. Il voulait capturer la réaction de la foule, l'expression sur le visage de Mia, le sourire d'Evelyne. Mais alors qu'il fouillait dans sa poche, il réalisa que son téléphone était presque déchargé. L'icône de la batterie clignotait en rouge, à quelques secondes de s'éteindre. Il fit signe à Evelyne qu'il revenait tout de suite et se glissa à l'intérieur de la maison immense et silencieuse. Il se dirigea vers le grand salon, le silence soudain à l'intérieur contrastant vivement avec la fête animée à l'extérieur. La climatisation maintenait la maison fraîche. Ses chaussures en cuir claquaient sur le sol de marbre alors qu'il montait à l'étage, vers son bureau, pour trouver un chargeur. Il répétait encore les lignes de son discours dans sa tête, souriant tout seul. Il tourna dans le couloir et entra dans son bureau privé. L'odeur familière de l'acajou et du cuir emplit ses sens. La pièce était sombre, de lourds rideaux bloquant le soleil de l'après-midi. Il s'approcha de son grand bureau en chêne, cherchant un câble. Il déplaça quelques dossiers, mais le chargeur n'était pas là. Cependant, posé en plein centre du bureau, se trouvait l'iPad d'Evelyne. Elle avait dû le laisser là plus tôt le matin, en finalisant la liste pour le traiteur. Robert regarda l'appareil. Il se dit qu'au lieu de perdre du temps à chercher un câble et à attendre que son téléphone charge, il pourrait simplement utiliser la caméra de l'iPad pour enregistrer le discours. C'était une décision tellement simple, innocente et logique. Ce fut ce minuscule petit coup de pouce du destin qui modifie le cours d'une vie à jamais. Il toucha l'écran pour le réveiller. L'iPad n'était pas verrouillé. L'écran s'illumina, révélant qu'Evelyne n'avait pas fermé la dernière application qu'elle utilisait. Ce n'était pas une liste de courses, ce n'était pas ses emails. C'était une application de stockage en ligne hautement sécurisée, cachée au fond d'un dossier d'utilitaire. C'était quelque chose que Robert n'avait jamais vu sur son appareil auparavant. Un coffre-fort numérique, protégé par des couches de sécurité qu'Evelyne, dans la précipitation chaotique des préparatifs de la fête, avait tragiquement oublié de verrouiller. La curiosité humaine est une force implacable. Ce n'était pas de la suspicion. Robert n'avait aucune raison de douter d'elle. C'était juste une curiosité légère, inoffensive. Quel était ce dossier caché? Il ouvrit le répertoire principal. En une fraction de seconde, l'univers entier de Robert s'arrêta. L'air fut violemment arraché de ses poumons. Le temps cessa d'exister. La gravité sembla s'évanouir. Le dossier était rempli de centaines, peut-être de milliers de photos. Des photos intimes, des photos explicites, passionnées, crues et indéniables. Des photos d'Evelyne et de David. Robert cligna des yeux, essayant de forcer son regard à se concentrer, pensant qu'il avait une sorte d'hallucination bizarre, peut-être une farce, peut-être une sorte de cauchemar généré par une intelligence artificielle. Mais non, ils étaient là, le visage de sa femme, le visage de son meilleur ami. Ils étaient ensemble dans des chambres d'hôtel de luxe que Robert reconnut immédiatement comme étant celles de leur voyage d'affaires. Ces mêmes voyages où Evelyne prétendait partir en cure de spa avec ses amis. Ils étaient ensemble sur des plages isolées. Ils étaient à l'arrière de la voiture de David. Et,
Dans l'image la plus révoltante de toutes, ils étaient dans le propre lit de Robert, le lit qu'il avait payé, dans la chambre où il dormait chaque nuit. Les mains de Robert commencèrent à trembler. Un tremblement violent, incontrôlable, qui remonta le long de ses bras et lui serra la gorge. Une sueur froide et grasse perla sur son front. Il entendait son propre cœur battre contre ses côtes, un martèlement sourd et rapide qui étouffait tout bruit venant du jardin. Sa respiration devint superficielle. Il avait l'impression de suffoquer. Il commença à ouvrir les journaux de messages archivés avec les photos. Des messages détaillant comment il s'échappait en douce pendant que Robert était plongé dans ses tableurs et ses réunions. Des messages se moquant de lui. Des messages où Evelyn se plaignait que Robert était ennuyeux et prévisible, et que David était le véritable amour de sa vie. Ils débattaient de l'emploi du temps de Robert pour savoir exactement combien de temps ils avaient dans la maison vide. Il riait de sa naïveté. Il riait de la façon dont il payait chaque repas et chaque vacances alors qu'il vivait une romance aux dépens de son âme. Il regarda les dates. Le choc physique lui retourna l'estomac. Il dut s'appuyer contre le bureau en acajou pour ne pas vomir sur le tapis. Les dates ne remontaient pas à quelques semaines. Elles ne remontaient pas à quelques mois. Les fichiers les plus anciens dataient de 20 ans. 2 décennies. 20 ans qu'Evelyn l'embrassait le matin en disant « Je t'aime », pour ensuite ouvrir la porte à David dès que la voiture de Robert tournait le coin de la rue. 20 ans que David s'asseyait sur son canapé, buvait son whisky, l'appelait « frère » pour ensuite toucher sa femme. Toute la vie d'adulte de Robert, tout son mariage, n'était qu'une façade calculée et monstrueuse. Mais le fond n'avait pas encore été atteint. Il y avait un sous-sol à cet enfer. Alors que ses doigts pâles et tremblants glissaient sur l'écran, il remarqua un sous-dossier. Il était étiqueté simplement d'un seul nom. Mia. Le doigt de Robert resta suspendu au-dessus de l'écran. Chaque instant de survie primaire dans son corps, chaque fibre de son âme humaine lui hurlait de lâcher cet iPad, de le fracasser contre le mur, de s'enfuir de la maison, de conduire aussi loin que possible et de prétendre qu'il n'était jamais entré dans cette pièce. L'ignorance était un port sûr. Cette vérité était un abîme sans fond. S'il cliquait sur ce dossier, il n'y aurait pas de retour en arrière. Il ne serait plus jamais le même homme. Il toucha l'écran. À l'intérieur se trouvait un document médical numérisé provenant d'un laboratoire génétique réputé, un test ADN. La date dans le coin supérieur remontait à 22 ans, quelques mois seulement avant la naissance de Mia. Robert fixa le texte en noir et blanc. Les lettres commencèrent à se brouiller et à danser devant ses yeux écarquillés, jusqu'à ce qu'elles fusionnent pour former la phrase qui brisa son âme en 1 million de morceaux acérés. Probabilité de paternité, 0%. En pièces jointes, il y avait des emails entre Evelyn et David. David était paniqué à l'époque, disant qu'il ne pouvait pas se permettre une pension alimentaire ou la responsabilité d'un enfant parce que l'entreprise débutait à peine. La réponse d'Evelyn fut d'une froideur qui glaça le sang de Robert. Elle écrivit « Robert est obsédé par moi. Il n'en doutera jamais. C'est un bon soutien de famille. Laisse-le assumer. Laisse-le payer les factures. La petite aura la meilleure assurance santé, les meilleures écoles. Et nous pourrons tous les deux la voir grandir ensemble, sans avoir à lever le petit doigt. Il l'élèvera pour nous. » Avez-vous déjà ressenti une douleur qui va au-delà de la tristesse? Une douleur qui dépasse la rage et atteint un niveau de trahison si absolu qu'elle brise le mécanisme même de votre cerveau qui traite la réalité? Robert ne pleura pas. Aucune larme ne coula. Il ne cria pas. Il ne chercha pas son téléphone pour appeler un avocat ou la police. Au lieu de cela, quelque chose dans l'esprit de Robert se brisa simplement. Un fil fut coupé. Un blackout psychologique total et pur. L'homme qui était entré dans ce bureau il y a quelques minutes, le père aimant, le mari dévoué, l'ami loyal,
mourut dans ce fauteuil en cuir. Cette personne cessa d'exister à jamais. Une froideur terrifiante, vide, envahit chaque cellule de son corps. Quelque chose d'entièrement différent se leva de ce bureau. Une force sans empathie, sans moralité et sans regret. Une enveloppe humaine remplie uniquement d'un besoin aveugle d'annihilation totale. Robert ne tremblait plus. Sa respiration était lente, calme, presque robotique. Il marcha silencieusement vers le coin du bureau où une peinture à l'huile cachait un coffre-fort mural. Il tapa le code. Les bips de la serrure étaient doux. La lourde porte d'acier pivota. Il ne prit ni titre, ni passeport, ni argent liquide. Il saisit le petit pistolet semi-automatique lourd qu'il gardait là pour la défense de sa maison. Il vérifia le chargeur avec une précision mécanique. Il était plein. Il glissa l'acier froid dans la ceinture de son pantalon, le recouvrant de son blazer bleu marine coûteux. Il quitta le bureau, fermant la porte doucement derrière lui. Il descendit lentement le couloir et commença sa descente de l'escalier de marbre. À chaque marche, l'illusion de ses 25 ans de vie se dissolvait comme de la poussière. Il entendait les rires venant du jardin devenir de plus en plus forts. Il entendait l'élégante musique jouer. Il sortit sur le patio baigné de soleil. La chaleur de la Californie frappa son visage, mais il ne ressentit rien. Le monde autour de lui semblait bouger au ralenti. Il regarda à travers la pelouse. Evelyne le vit et lui lança son plus beau sourire. Ce sourire parfait et aimant qu'il avait chéri pendant un quart de siècle. Elle lui fit signe de venir vers la petite estrade en bois installée pour les discours. Et juste là, debout à côté d'elle, le bras nonchalamment appuyé sur sa chaise, se tenait David. David tenait une coupe de champagne, riait, applaudissait, regardant Robert avec le sourire chaleureux d'un frère fier. L'audace de la chose. La pure psychopathie de ces deux-là se tenant côte à côte, applaudissant l'homme qu'ils avaient systématiquement démantelé pendant 2 décennies. Robert marcha jusqu'au centre de la pelouse verdoyante. Ses pas étaient lourds, mais fermes. Il s'arrêta devant le pied du micro. Le quatuor à cordes termina son morceau avec brio et fit silence. Les 100 invités réalisèrent que c'était l'heure du toast. La foule se calma, les conversations s'éteignirent et tout le monde tourna son attention vers le patriarche de la famille. Ils levèrent leurs verres de cristal en attendant un hommage émouvant et chaleureux. Robert regarda la foule silencieuse. Il regarda ses associés, la famille d'Evelyne, leurs riches voisins. Il regarda Mia. Elle était au premier rang, portant sa robe de diplômée blanche, les yeux brillants d'attente, un large sourire aux lèvres en regardant l'homme qu'elle appelait « papa ». Et puis, Robert regarda directement Evelyne et David, qui n'étaient qu'à quelques pas de là. Il ajusta le micro. Quand il commença à parler, sa voix ne trembla pas. Elle était monotone, profonde et terrifiante de calme. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », dit Robert, sa voix résonnant parfaitement à travers les haut-parleurs dans le jardin silencieux. « J'ai passé des semaines à réfléchir à ce que j'allais dire, à réfléchir au passage du temps, à la façon dont les choses changent, à la façon dont nous construisons nos vies autour des gens que nous aimons, et à la vérité. » Les invités sourirent, pensant que ses paroles étaient profondes. Il continua, les yeux maintenant fixés, brûlant sur le visage de sa femme. « Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer l'avenir de ma fille. Mais avant cela, je veux porter un toast très spécial à ma femme bien-aimée, Evelyne. Je veux porter un toast pour ses 25 ans d'un mariage impeccable. Et je veux porter un toast à elle et à mon meilleur ami, David, pour 20 ans de mensonges absolus, immondes et impardonnables. » Le sourire disparut instantanément du visage d'Evelyne. Un murmure confus parcourut la foule. Quelqu'un laissa échapper un rire nerveux, pensant qu'il s'agissait d'une sorte de blague sombre ou d'une plaisanterie qu'il n'avait pas tout à fait comprise. Mais Robert ne souriait pas.
Il serra le pied du micro si fort que ses articulations devinrent blanches. « Vous pensez tous connaître la famille parfaite, » dit Robert, sa voix montant, prenant un ton tranchant et dangereux. « Vous nous regardez et vous voyez le rêve américain. Mais je viens tout juste de sortir de mon bureau et j'ai vu le dossier sur l'iPad de ma femme. » Le visage d'Evelyn se vida de ses couleurs. Elle devint aussi pâle qu'un cadavre. La coupe de champagne dans la main de David commença à trembler visiblement. Le silence dans la foule était maintenant palpable, une horreur étouffante et lourde qui flottait dans l'air. Robert détailla tout, amplifié par les haut-parleurs pour que les voisins à plusieurs rues de là puissent l'entendre. Il énuméra les noms des hôtels. Il répéta les phrases exactes des messages où il se moquait de lui. Il exposa, d'une manière méthodique et humiliante, la trahison dégoûtante qui avait eu lieu pendant qu'il travaillait pour payer le champagne même qu'ils buvaient tous. Les invités restèrent bouche bée. Des femmes se couvrirent la bouche de stupeur. Des hommes regardèrent David avec dégoût et effarement. Mia fit un pas en avant, les larmes coulant déjà sur ses joues. « Papa, de quoi tu parles? Arrête ça! Tu nous fais peur! » Robert tourna la tête vers la fille qu'il avait bercée pour l'endormir, dont il avait soigné les blessures et qu'il avait aimée de toute son âme. Ses yeux étaient morts et vides. « Mia, » dit-il, sa voix se brisant pendant une fraction de seconde. « L'homme que tu appelles oncle David, l'homme qui a acheté ta première voiture avec l'argent de mon entreprise, est ton père biologique. Ils ont planifié ça. Ils m'ont utilisé comme banque de sang et tirelire pendant 22 ans pour vous entretenir, toi et leur liaison. » Un cri étranglé s'échappa de la gorge de Mia. Elle se couvrit le visage et s'effondra à genoux sur la pelouse. L'horreur s'empara du jardin. Evelyn commença à sangloter de façon hystérique. Elle fit un pas vers Robert, les mains tendues, le masque de 25 ans finalement brisé. « Robert, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. Laisse-moi t'expliquer. Tu ne comprends pas. » David, réalisant l'annihilation publique totale de sa réputation et de son secret, décida d'intervenir. Il reprit son rôle d'homme d'affaires autoritaire qu'il avait toujours été. Il leva les mains dans un geste d'apaisement, essayant de gérer la crise comme s'il s'agissait d'une simple réunion de conseil d'administration qui tournait mal. « Robert, » dit David, en faisant 2 pas en avant, bloquant Evelyn. Sa voix essayait d'être raisonnable, apaisante. « Mec, tu es en train de faire une dépression. Pose le micro, rentrons. Nous sommes des hommes civilisés. Nous pouvons gérer ça à huis clos. Ne gâche pas la fête de la gamine. » Le mot « civilisé ». Ce fut l'étincelle finale dans le réservoir d'essence de l'esprit détruit de Robert. Il ne restait plus rien de civilisé en Robert. Il n'y avait plus de raison, plus d'avenir, plus d'humanité. Seulement des ténèbres absolues. Alors que David faisait un 3e pas vers lui, tendant la main pour saisir le micro, Robert recula d'un demi-pas. Sa main droite se brouilla derrière son blazer. Dans un mouvement fluide, instinctif, sans une once d'hésitation, il dégaina le lourd pistolet noir. Les gens au premier rang virent le reflet métallique. La panique explosa. Un chœur de cris terrifiés déchira le bel après-midi. Les invités s'enfuyèrent dans un désespoir aveugle, renversant des tables. Des verres de cristal se fracassèrent sur le patio en pierre. Des femmes en talons trébuchèrent et tombèrent, se précipitant vers les sorties. Evelyn laissa échapper un cri strident, primaire, qui ne semblait pas humain. « Non !» Robert ne broncha pas. Il ne regarda pas sa femme. Il ne regarda pas la foule en panique. Il regarda directement dans les yeux de David. Dans les yeux de l'homme qui lui avait volé sa femme, violé sa maison, volé la paternité de sa fille et volé sa vie entière. Robert leva l'arme. Le son des tirs claqua dans l'après-midi californien comme des coups de tonnerre. 1, 2, 3. David fut violemment projeté en arrière par l'impact.
Il s'écrasa lourdement sur la pelouse impeccablement tondue, renversant des plateaux d'argent et des verres qui roulèrent sur la pelouse tachée de rouge. Il ne bougea plus. Le chaos dans le jardin était indescriptible. Une hystérie de masse, des invités sautant par-dessus les haies, le bruit des talons claquant sur l'asphalte, des enfants qui pleuraient. Evelyne se jeta sur le sol, rampant sur les genoux vers le corps de David, agrippant son blazer de ses mains tremblantes, hurlant dans une agonie assourdissante, le sang ruinant sa robe de soie rouge parfaite. Mia, toujours au sol, serrait ses propres jambes, se balançant d'avant en arrière dans un choc catatonique, pleurant de façon incontrôlable. Et Robert? Robert resta simplement là, debout. Le pistolet laissait encore échapper une volute de fumée invisible dans sa main abaissée. La fureur violente semblait avoir quitté son corps avec les balles, ne laissant derrière elle qu'une enveloppe vide. Il n'essaya pas de s'enfuir. Il ne pleura pas. Il tourna le dos aux cris d'Evelyne et au corps de son meilleur ami. Il marcha lentement vers l'une des lourdes chaises de jardin en fer blanc qui avaient été abandonnées dans la précipitation. Il s'assit. Il posa le pistolet noir avec précaution sur la table au plateau de verre, à côté d'un bol de fraises non mangées. Il croisa les mains sur ses genoux, croisa les jambes et fixa l'eau cristalline et immobile de la piscine à débordement, là où le reflet du soleil commençait à descendre sous l'horizon. Il écouta les sirènes de police qui commençaient à hurler au loin, de plus en plus fortes et rapides à mesure qu'elles grimpaient les collines de Hollywood. Il s'assit là, dans un silence total et dévastateur, entouré des ruines ensanglantées du mensonge parfait qu'il appelait sa vie. Robert fut arrêté sur place sans résistance. En raison de la nature publique du crime, des dizaines de témoins de haut rang et des séquences vidéo des téléphones portables des invités qui s'étaient échappés, le procès fut court, brutal, et fit la une de tous les tabloïds. Robert fut condamné à la prison à perpétuité. Mais la vérité est que la vie de Robert s'était terminée des heures avant que les coups de feu ne soient tirés. À l'étage, seul dans ce bureau, devant un écran d'iPad. Evelyne? Evelyne fut laissée avec absolument rien. Ostracisée par son cercle social d'élite, publiquement couverte de honte au niveau national, et méprisée par Mia, qui coupa tout contact après le traumatisme de l'enterrement de son père biologique. La veuve adultère fut forcée de vendre le domaine pour payer ses dettes juridiques, condamnée à passer le reste de ses jours à errer seule, isolée et détestée par tous ceux qui l'appelaient autrefois leur ami. Le karma n'est pas venu subtilement. Il est venu devant 100 personnes et a perçu le prix final pour la pire trahison possible. Le prix absolu pour 20 ans de mensonges.